session, je vais laisser la parole à Enrico Duro. Pour ceux qui ont des problèmes en visio, effectivement, les diapos sont floues. Je viens de vous déposer le diaporama de Monsieur Duro pour que vous puissiez suivre avec nous. Monsieur Duro, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie Julien et Simon de m'avoir invité, même si le cadeau était un peu empoisonné, vu qu'il m'a fait replonger dans des questions sur lesquelles je m'étais penché il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais bon, l'exercice avait quelque chose de simple, puisqu'il m'a conduit peut-être à mieux préciser certaines choses. Alors, mon propos va être assez modeste. Moi, je suis grand lecteur de Jacques Merleau-Ponty, et cet exposé va consister, grosso modo, à suivre une espèce de carte géographique qu'est Cosmologie du XXe siècle, mais quand même en prenant quelques réserves à l'égard de ce qu'a pu dire Merleau-Ponty au sujet en particulier de Robertson. Donc, la question du jour, la cosmologie contemporaine et la théorie de la relativité selon Einstein, est réduite à la comparaison du principe cosmologique de la cosmologie contemporaine, que je prendrai comme étant celui de Robertson, à ce que j'appellerais le principe cosmologique de la théorie de la relativité selon Einstein. Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai que je suis un peu aphone, donc je deviens même complètement aphone. Est-ce que comme ça va? En fait, le souci, c'est que si on met le micro ici, les gens qui sont à distance, ils ont de l'écho. Bon, alors je vais faire un effort et essayer de parler plus distinctement. Alors, pour répondre à la question générale de ce colloque, la philosophie de la cosmologie, je dois d'abord préciser comment j'entends les rapports de la philosophie et de la cosmologie. Pour moi, il ne peut pas y avoir de philosophie ou d'épistémologie de la cosmologie, parce que par définition, toute cosmologie dépend de principes qui relèvent typiquement de la philosophie. Et la renaissance de la cosmologie, après 23 siècles d'absence de la scène intellectuelle, est, comme vous le savez tous, issue du fait que le savant philosophe Einstein a voulu tirer toutes les conséquences d'un principe philosophique qu'il appelait principe de Mach. Donc, la formule d'Einstein, la célèbre formule d'Einstein, la science sans épistémologie, pas autant qu'elle soit concevable, et primitive et embrouillée, vaut a fortiori pour la cosmologie. À cette raison de droit, il y a aussi une raison de fait, à savoir que non seulement la cosmologie, par définition, repose sur des principes préalables, qui sont de nature philosophique, de fait, elle est également dépendante de présupposés philosophiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en général, nos théories scientifiques ne sont pas
philosophiquement neutre. Il y a bien de nombreux domaines de la science qui sont philosophiquement neutres, par exemple la mécanique analytique, la théorie des groupes, de façon générale l'algèbre, etc. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et par exemple, quand Robertson, dans un article qui s'appelle Geometry as a Branch of Physics, qui est publié dans le fameux recueil Einstein, philosophe savant, parlant de la façon dont il fallait traiter les rapports de la géométrie de la physique, disait ceci: nous espérons que cette description présentera l'essentiel du problème, celui des rapports de la géométrie et de la physique, d'un point de vue mathématico-physique neutre, sous une forme qui puisse être intégrée à toute proposition philosophique défendable. La question est de savoir si les principes des intentions de Robinson correspondent réellement à ces propositions. Enfin, je dirais, et de fait, je montrerai que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que, stricto sensu, on peut, même si on ne trouve pas une déclaration aussi nette dans les articles de Robinson consacrés à la cosmologie relativiste, il est facile de vérifier que ce qu'il dit ici dans cet article est répété dans les autres. Donc, il y a une première voie, celle de Robertson, qui consiste à aménager une vision du monde qui prendrait les résultats de la science comme des faits. C'est ce qu'on appelle le naturalisme, et naturalisme dont Quine a été le champion. Le danger du naturalisme, c'est que nous conduit à la fin des haricots. Le naturalisme, finalement, c'est ce qui nous amène à une situation, comme disait Einstein, primitive et embrouillée. Il y a une deuxième voie, l'épistémologie comme discipline de principe, qui est celle que je vous propose de suivre. Et enfin, il y a une troisième voie qu'il faut mentionner, ne serait-ce que par égard à celui qui a donné le nom au centre qui organise ce colloque, c'est celle de Granger. Alors, Granger, dont les positions peuvent être amplement apparentées à celles de Canguilhem, pour Granger, les progrès de la science rayonnent, adviennent dans un milieu où rayonne un fond diffus d'idéologie. De sorte que pour lui, l'épistémologie est une espèce de thérapie de la pensée scientifique et que l'idée de précurseur est une illusion rétrospective. Alors, l'idée de précurseur est une illusion rétrospective, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez un cosmologue qui défendrait l'idée qui défendrait une conception de l'univers et que cet univers serait 2 fois plus jeune que l'âge du plus vieux fossile qu'on trouve sur Terre. Et que, après révision des données, il s'avérerait que l'idée initiale de ce cosmologue était la bonne. Dans ce cas-là, on ne pourrait pas le qualifier de précurseur, parce que la seule chose qu'il y avait à retenir, c'est que, à l'époque où il s'est exprimé, même s'il avait une bonne idée, et bien, ma foi, cette idée était supportée par une idéologie. Alors, idéologie n'est pas un gros mot, c'est tout ce qui entoure l'activité créative de la science, mais qui est éliminé une fois que la science est constituée. Alors, je suis le plan suivant. Je vais faire une brève incursion dans les coulisses de la pensée d'Einstein. Ensuite, je dirai quelques mots du principe cosmologique d'Einstein. Il n'y a rien de nouveau. Ce qu'a dit Christian tout à l'heure recoupe complètement ce que je vais vous dire.
Et enfin, je parlerai de ce que j'appelle le principe cosmologique de la Terre selon Einstein. Alors, dans une lettre à Bessot, la lettre 197 de 1953, Einstein dit à son ami que dans la mécanique statistique ou la thermodynamique, dans le loi de la physique en général, la flèche du temps est toujours inversible. Il conclut: malheur donc à la théorie de la relativité, celle de pécher contre ce principe concernant la flèche du temps. Bessot dit aussi quelque chose à Einstein, lui dit ah oui, il y a une sacrée différence entre le récit de l'Ancien Testament et celui que nous livrent nos sciences, c'est que l'Ancien Testament nous proposait une vision unifiée de la connaissance, tandis que notre science actuelle propose une vision compartimentée. Alors Einstein lui répond: quant au récit biblique de la création, je suis d'accord avec toi, dans la mesure où il peut être désigné presque autant avec raison qu'à tort du nom de science, comme le sont aujourd'hui les théories cosmologiques. Mais je ne l'admets pas pour ce qui est vraiment acquis par mon science théorique, aussi bien pour ce qui regarde les relations avec l'univers observé que pour la netteté de la structure des concepts. Alors, d'abord, considérons la question de la flèche du temps. Principalement, Einstein a écrit 4 articles d'intérêt cosmologique. Le premier, les considérations cosmologiques, de 1917, je réserve son cas, j'en parlerai plus tard. Mais dans les 3 autres, Einstein exploite les idées de Friedman et dans ces 3 articles, de 31, de 32, de 45, dont on suppose, puisque Einstein s'est publié, qu'il repose sur ce qui est vraiment acquis par nos sciences théoriques, etc., on trouve la flèche du temps. Alors, malheur à la théorie de la relativité. Quand même, quelques remarques sur ces 3 articles. Il me semble qu'on n'y trouve aucun apport, aucune nouvelle au sujet de la cosmologie de l'époque. En 1931, Einstein s'appuie sur le résultat de Friedman pour montrer quoi? Qu'il faut se débarrasser définitivement de la constante. 1932, c'est plus diplomatique. Pierre Carlsberg, dans son livre The Event and the Universe, rencontre, je crois que c'est là, ou dans un article de Carlsberg, je ne me souviens pas, que finalement, si Einstein et De Sitter ont posté cet article, c'était parce que l'autre l'avait demandé. Autrement dit, c'est pour faire plaisir à Einstein que De Sitter a signé cet article, et réciproquement. 45, qu'est-ce que c'est? C'est un inventaire. 45 s'appelle le problème cosmologique. Einstein a mis des guillemets. 45 inventorie toutes les possibilités, toujours en s'appuyant sur les équations de Friedman, et pour conclure que dans chaque cas, on arrivait à un âge de l'univers qui était inférieur à celui de la Terre. Il reste que, dans chacun de ces cas, la théorie de la relativité fait pas de malheur, parce qu'elle pêche contre la flèche de la réversibilité du temps, de l'irréversibilité du temps, pardon. Alors là-dedans, quand même, curieusement, Einstein ne s'adresse pas à lui-même l'objection qu'il adresse à nous-mêmes. Le décalage de la spectrale peuvent être considérés comme une mesure du temps propre si on prend en considération des régions de dimension cosmique. Alors, les théories cosmologiques auxquelles Einstein fait allusion, quelles sont-elles? À l'époque, principalement, vous le savez tous et c'était répété, il n'y en a que 3. Et celle de Mine, on n'en parle pas parce que Mine ne s'appuie pas sur la relativité générale pour parvenir à son modèle.
Il n'y a pas de déclaration publique, à ma connaissance, d'Einstein sur la steady state theory. On a découvert récemment un manuscrit dit de 1931 dans lequel Einstein s'expliquait de bordée égale d'une création continue de matière. Mais, comme il n'a pas poursuivi dans cette direction, on s'est posé qu'il a conclu que cette voie était sans issue. Alors, il y a des critiques explicites de position de Lemaitre, mais elles portent principalement dans le volume Einstein, Philosopher Scientist, sur la constante cosmologique. Toutefois, puisque d'une part, Einstein, en faisant la comparaison avec le récit de la Genèse, et en y associant sa remarque sur la flèche du temps, on peut supposer que pour Einstein, ce qui ne va pas, c'est la singularité. Alors, le maître ne confond pas cosmologie et cosmogonie, puisqu'il qualifie lui-même l'hypothèse de l'atome primordial de cosmogonie. Par contre, la cosmogonie pose le principe du temps cosmique, implique une singularité initiale, du moins dans le modèle de Robertson, mais le maître va plus loin, il pose la singularité. Alors, Merleau-Ponty, dans un petit article de 2000, qui, sauf erreur, ne figure pas dans le recueil de Michel Paty et Jean-Jacques Fersignac, dit ceci. La singularité est une aporie. La singularité est un quadruple de valeurs de variables d'espace-temps pour lequel aucune des fonctions qui déterminent les propriétés géométriques et physiques de la matière n'est définie, ni la densité, ni la température, etc. etc. L'existence de cette singularité est objective. Elle ne dépend pas du choix des coordonnées, ce n'est pas le vide ni le chaos, c'est un pur et simple non-sens physique. Alors, est-ce que l'hostilité générale d'Einstein aux singularités s'explique par l'aporie? Je ne saurais trop le dire, je n'ai pas de texte, enfin, on peut penser que oui. Je rappelle que dans sa correspondance avec Cartan sur le parallélisme absolu, Einstein répète sans arrêt à Cartan, ah oui, d'accord, mais à condition qu'il n'y ait pas de singularité. Là encore, on se débarrasse tout de l'aporie. Simplement, on entend que les nombres réels et leurs produits cartésiens ne sont pas dans la nature. L'espace n'est pas muni d'une géométrie que les savants devraient un jour découvrir. La géométrie, c'est ce que nous imposons à l'espace. Donc, l'aporie provient d'un usage mal réglé de la correspondance entre maths et physique, c'est-à-dire que dans la croyance que l'étendue serait munie d'une géométrie qui serait là à attendre qu'on la découvre. Alors, cette position, la nature, l'étendue munie d'une structure géométrique que tôt ou tard, dont nous allons tôt ou tard découvrir la vraie nature, est une opinion qui est partagée par beaucoup, par Einstein, par Robertson, par Weyl, et sans doute par beaucoup d'autres, même sans doute par certains présents dans cette salle. Mais je voudrais attirer l'attention sur un point, c'est que lorsqu'on espère découvrir la véritable géométrie de l'univers, on est encore newtonien. Parce qu'être newtonien, c'est pas seulement dire que l'espace est absolu, mais c'est dire que l'espace est mathématique. À savoir qu'il y a un espace qui a une métrique avec des petits carreaux qui ont toutes
la même dimension, 1 sur 1, et que finalement, les phénomènes vont se balader dans cet espace mathématique suprasensible, mais déjà muni d'une structure géométrique. Incidemment, je voudrais signaler que dans sa réponse à Menger, la question de la correspondance entre maths et physique est effleurée de façon plus tangentielle et sous des attendus un peu différents de ceux que j'ai mis en avant. Enfin, je le signale, Einstein dit que si j'emploie le continu, c'est pas parce que j'ai un préjugé sur ça, mais seulement ça vient du fait que je suis incapable de trouver une alternative. Alors maintenant, le principe cosmologique d'Einstein, je passe rapidement parce que Christian l'a très bien dit avant moi et d'autres aussi, je pense que Gauvin aussi l'a dit hier. La question de savoir si Einstein souscrivait au principe cosmologique dans les considérations cosmologiques. Pour Robertson, ça ne fait pas de doute, puisque je le cite verbatim pratiquement, sauf que la citation que je donne était au pluriel parce qu'elle concernait aussi bien De Sitter que l'espace de De Sitter que l'espace d'Einstein. Plutôt la cosmologie de De Sitter et la cosmologie d'Einstein. L'élément linéaire sur lequel repose l'univers cylindrique d'Einstein n'a pas été dérivé de propriétés intrinsèques d'homogénéité d'isotropie attribuables a priori à un tel univers, mais est plutôt présenté comme définissant une multiplicité qui possède l'uniformité souhaitée. Alors, à la lettre, évidemment, les considérations cosmologiques proposent un modèle qui est homogène isotrope, mais dans l'esprit. D'abord, nous avons sous la main un premier exemple de disproportion entre les intentions d'Einstein et les propriétés géométriques de sa solution exacte. Dans les considérations cosmologiques, il y a un temps cosmique. Mais ce qu'en cherchait Einstein, c'était les conditions sous lesquelles la matière est au repos, puis c'est au repos. Donc la question du mouvement, à proprement parler, en est absente. D'ailleurs, quand il constate de façon préliminaire l'impossibilité de définir le potentiel aux limites, que ce soit pour le cas newtonien ou pour le cas de l'espace plat de 1916, c'est toujours, il rejette ces possibilités, toujours en raison du conflit avec la mécanique statistique. Parce qu'il y aurait quelque chose qui s'en dirait, puis il y aurait une fiche du temps qui apparaîtrait pour une particule de matière. Donc, le temps cosmique est une propriété formelle, géométrique de la solution de 1917, sans en être une propriété physique pertinente. Alors, on trouve dans les considérations cosmologiques aucune considération sur l'isotropie. Le terme n'apparaît qu'une fois dans l'examen du cas de l'espace plat, quand Einstein mentionne l'isotropie spatiale du champ de gravitation. Mais il ne s'agit que d'expliquer en quel sens la matière est distribuée de façon homogène. Et l'article 31 le confirme. Einstein nous dit qu'il était parti d'une première hypothèse, tous les dés de l'univers sont équivalents. Deuxième hypothèse, la structure spatiale et l'intensité doivent être constantes dans le temps. Mais en vérité, Einstein biaise un petit peu les choses. Parce que ce n'était pas une hypothèse, la deuxième hypothèse. C'était un objectif. Il cherchait les conditions sous lesquelles il pouvait y avoir un potentiel défini aux limites. Donc, la conclusion
les mêmes que pour le temps cosmique. Je viens maintenant au postulat de Robertson. Vous les connaissez tous, mais ils ont quand même quelque chose d'un peu étrange. D'abord, forme précise affaiblie du principe de Mare, ok. Le champ métrique est déterminé causalement par le tenseur métrique, par le tenseur impulsion énergie. L'observation astronomique montre que la totalité de l'espace est remplie par une distribution de matière homogène isotrope. Principe du temps cosmique, spécification a priori de l'élément linéaire. C'est exactement le titre et la troisième section de l'article de Robertson. Alors, là-dedans figurent toutes les conditions géométriques, celles que Einstein de cette ère n'avait pas prises en compte. Les lignes x0 égale t sont des géodésiques, le long desquelles t mesure le temps propre du mouvement moyen de la matière. L'espace t égale constante est orthogonal à ces géodésiques congruentes. Isotropie spatiale, pour tout observateur corps d'épreuve, toutes les directions spatiales sont équivalentes. Homogénéité spatiale, aucun observateur ne peut distinguer ses observations de celles d'un observateur contemporain quelconque. Alors, il y a quelques difficultés avec ces postulats. D'abord, ils ne sont pas réellement consensuels. Friedman, dans son article 22, au sujet de l'orthogonalité du temps et de l'espace, dit ceci: il me semble qu'aucun argument physique ou philosophique ne peut être donné en faveur de cette hypothèse, l'hypothèse du temps cosmique orthogonal au tri-espace. Elle sert uniquement à simplifier les calculs. Donc, Friedman réserve la possibilité qu'on puisse adopter un jour, ou que plutôt qu'il faudrait considérer des cas où nous n'avons pas de temps orthogonal au tri-espace. Alors là, je cite Merleau-Ponty, parce que nous venons de voir que le temps cosmique concerne les spécifications a priori géométriques. Alors, de quel droit mettons dans des spécifications géométriques a priori une hypothèse aussi lourdement chargée? Merleau-Ponty, donc, une grande diversité de significations, tantôt est donnée comme simple corollaire de l'isotropie spatiale, tantôt comme un axiome justifié par sa seule simplicité. Là, dans la parenthèse où j'ai mis le texte, Merleau-Ponty mentionne Friedman, et nous allons voir que pour Friedman, ce n'est pas un axiome, mais simplement une simplification pour étudier une solution exacte en première approximation, disons, tantôt la traduction abstraite d'un fait empirique, tantôt comme une sorte d'évidence ontologique. L'existence d'un continu matériel de l'univers entraînant d'elle-même la ségrégation de l'espace et du temps. Donc, à chacune de ces possibilités, on peut associer des choses bien différentes. Par exemple, pour Robertson, qu'est-ce que c'est que le temps zéro d'évolution cosmique? Eh bien, c'est l'univers d'Einstein, l'univers des considérations cosmologiques. Pour le maître, ce n'est pas la même chose. Et pour Friedman, c'est encore différent. Donc, le principe du temps cosmique, abandon. Alors, mais le plus gênant n'est pas là. Évidemment, Robertson connaît le théorème de Schur et il sait que l'isotropie implique l'homogénéité. Alors, si on se place sur le plan d'une déduction formelle des propriétés des solutions exactes de Friedman, de Einstein, de Sitter, pourquoi distinguer l'homogénéité et l'isotropie? Pourquoi ne pas considérer que l'isotropie? Mais ce n'est pas ça qui me gêne le plus, personnellement.
c'est dans la condition C, ici, sur l'isotropies, le fait que, pour tout observateur, quand épreuve, toutes les directions spatiales sont équivalentes. Alors, tout observateur, entre parenthèses, corps d'épreuve, ça semble être uniquement une espèce de glose à vocation pédagogique, n'est-ce pas? Mais c'est un peu gênant, parce que observer gravité, c'est pas vraiment la même chose. Hein. Les étoiles ne s'observent pas. Alors, la notion d'observateur a été introduite en physique moderne avec la relativité restreinte, et c'est un concept de la physique. Mais ce n'est pas un concept physique. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez avoir la relativité restreinte, que ce soit à la Einstein ou à la Poincaré, vous ne pouvez pas éliminer l'observateur. Alors, ce que dit Merleau-Ponty dans son article sur les hypothèses de la cosmologie, c'est que le principe d'isotropie consiste à universaliser notre point de vue. Ce n'est pas une conjoncture sur l'univers, mais une sorte d'hypothèse transcendantale, dit-il. Personnellement, je trouve qu'il est bien bon de qualifier d'un si joli mot le postulat de Robertson, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est passé, avec l'homogénéité d'une hypothèse générale ou d'un principe sur la partition de la matière, à quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et, comme vous le savez, le point de vue de Merleau-Ponty est partagé par plusieurs physiciens. Par exemple, Wolfgang Rindler, dans la troisième mouture de son manuel de théorie de la relativité, souligne avec insistance que le principe d'isotropie est quelque chose de beaucoup plus contraignant que le principe d'homogénéité. Et donc, conclusion de sa remarque, c'est que la subordination formelle dans le postulat de Robertson de l'homogénéité à l'isotropie prive l'homogénéité d'un axiome spécifique. Alors, ce que j'appelle la théorie de la relativité selon Einstein, c'est la théorie de la relativité enrichie par les contributions d'autres savants auxquels Einstein a donné son assentiment. Et nous savons, par le témoignage de Morgenstern, économiste, que Einstein confiait que les progrès les plus importants accomplis en théorie de la relativité, depuis les siennes, depuis ceux d'Einstein, étaient ceux de Gödel. D'ailleurs, si on relit bien les réponses d'Einstein, dans Einstein Philosopher Scientist, on constate qu'effectivement, Einstein dit ça. Alors, quel est le principe cosmologique de la théorie de la relativité de Gödel? Le principe d'homogénéité, d'abord, est un principe spatio-temporel. Tous les points de quatrième espace sont identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une transformation unique, un groupe transitif, qui permet d'appliquer un point quelconque P sur un point quelconque Q, et que cette transformation garantit l'homogénéité spatio-temporelle, et donc que la solution de Gödel est stationnaire. Deuxième postulat, l'espace est anisotrope. Attention. Bon, d'abord, nous avons un principe d'homogénéité indépendant du principe d'isotropie, un
Parce que qu'est-ce qui cloche chez Robertson? C'est que finalement, en écrasant l'homogénéité sous l'isotropie, il détourne la méthode axiomatique de ses fins. Par exemple, Hilbert, dans les fondements de la géométrie, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les axiomes traditionnels de la géométrie et il montre que dans tel axiome, il y en avait plusieurs qu'on confondait. Robertson fait le contraire. On a deux axiomes, et finalement, avec les postulats, il nous invite à les confondre. Donc, c'est vraiment pas bon. Donc, les axiomes, les principes de la cosmologie, doivent être soigneusement distingués, et c'est ce qu'essaye de faire Gödel. Il faut ajouter que l'esprit du principe d'isotropie est respecté, au sens où toutes les apparences sont identiques pour tous les observateurs. Je crois que c'est Harrison qui prend cette image. Supposez un champ de blé sur lequel le souffle, de façon continue, invente toujours dans la même direction. Alors les épis de blé seront tous recourbés selon la même direction, et où que vous vous placiez dans ce champ de blé, les apparences seront toujours les mêmes. Vous verrez toujours les épis de blé courbés dans la même direction. C'est un isotrope, mais en un sens, c'est vraiment isotrope. Alors, qu'essayer de faire Gödel en théorie de la relativité? Il faut que j'accélère, je pense. Je dis, là, mon propre travail sur la théorie de la relativité concerne la théorie pure de la gravitation, qui, à mes yeux, était laissée dans l'état d'un buste, non seulement par Einstein lui-même, mais également par la génération entière des physiciens contemporains, et ceci à tous égards, physiquement, mathématiquement, et par rapport à ses explications en cosmologie. Un point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'il faut distinguer ce que Gödel appelle les applications de la cosmologie, qui correspondent à ce que, aujourd'hui, nous appelons habituellement la cosmologie, et du point de vue physique et mathématique, ce qui correspond à autre chose que je vais essayer de présenter très brièvement. Tiens, ça marche plus. Merci. Alors, là, je parle d'abord. Il y a 3 articles que je viens de publier. Remarquez une chose, c'est que le deuxième parle de théorie de la relativité. Le deuxième parle de solutions d'un nouveau type. Et le troisième considère les univers tournants. Alors, les applications à la cosmologie, dont parle Gödel dans la citation que je viens de donner, repose sur l'idée générale qu'avec l'hypothèse du fit parfait, la cosmologie devient une forme rudimentaire d'hydrodynamique. Et en tant que telle, elle doit au moins être spécifiée par 3 grandeurs, un scalar d'expansion, un vecteur de rotation et un tenseur de cisaillement. Donc, le modèle d'en bas, c'est de Gödel dans l'article Rotating Universes, repose uniquement sur le cas où ces 3 quantités sont définies. Rapidement, quelques renseignements sur les solutions des univers tournants en général. Alors d'abord, Gödel considère que les univers avec rho positif, ils vivent dans un monde où il y a de la matière. Donc, ils ne s'amusent pas à regarder ce que c'est qu'un univers vide. Si je pose un truc dedans, qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. D'abord, il y a beaucoup de solutions, l'infinité puissance 8, et comme l'a dit Choudhury, en vérité, les solutions isotropes sont de mesure nulle dans l'ensemble des solutions cosmologiques. Alors, en particulier, j'attire votre attention sur le 3e point,
il existe des solutions tournantes avec lambda égale 0, mais lambda ont disparu. Pourtant, ils étaient. Ça, c'est là. Ouais. Donc, là, vous voyez, L, c'est lambda. Qui approche tant qu'on veut la solution spatialement isotrope. Donc, compatible avec des univers tournants, compatible avec les données observationnelles actuelles. Donc, la question, c'est un petit peu de voir si, puisque, si j'ai bien compris, la carte de la température de l'univers n'est pas strictement isotrope, et que la distribution de la matière n'est pas strictement homogène, il faudrait voir si cette petite disparité ne peut pas être expliquée sur la base des considérations de propriétés générales d'un fluide parfait. Mais ce que Gödel invite à considérer avec plus d'attention, c'est des solutions où l'univers est en expansion à partir d'un point et en contraction vers un autre point. En d'autres termes, notre cône de lumière, notre cône de passé, c'est un bien petit morceau de l'univers. Et de ce qu'on y voit, il est un peu précipité d'inférer que tout ce qui se passe dans ce que nous voyons se passe également ailleurs. Alors, pour étudier ces solutions, Gödel les spécifie en utilisant un principe d'homogénéité spatiale, différent du principe de l'homogénéité spatio-temporelle que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, le principe d'homogénéité spatiale permet de ramener l'étude de toutes ces solutions qui se nomment au-dessus, et de bien d'autres solutions, uniquement à l'étude d'un système d'équations différentielles ordinaire. Alors maintenant, j'en viens à ce que beaucoup de physiciens ont appelé une solution, la solution de Gödel, celle qui est donnée dans l'article 1. Celui-là en haut. Alors, les articles A et B ont été publiés dans 2 hommages à Einstein, et quand on connaît Gödel, on est certain que s'il publie quelque chose dans 2 hommages à Einstein, il va parler d'Einstein. Alors, A, c'est une suite télégraphique de résultats mathématiques. Dans B, dans l'article qui porte sur la théorie de la relativité, il n'y a aucune équation. Ceci dit, A et B sont, comme le dit Gödel lui-même, les 2 faces d'une même médaille. Donc A et B, il faudrait l'appeler en vérité AB. Alors AB, ce sont des articles de métaphysique. Métaphysique au sens où on dit métamathématique quand on parle des principes qui agissent la mathématique. On dira, pour ce que modèle dans mon cas actuel, qu'il s'agit de cosmologie, mais dans une seconde acception du terme, inhabituelle de nos jours, du terme cosmologie. Alors l'article B était un cadeau pour le 70e anniversaire d'Einstein, et dans le cadeau, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien justement, la solution de Gödel, la solution stationnaire à métrique statique, il n'y a pas de flèche du temps, il n'y a pas de tri-espace orthogonal à la flèche du temps, pas de section de simultanéité. En d'autres termes, la théorie de la gravitation d'un exemple par le new type intègre les propriétés de la RR. Alors, on pourrait dire plus, comme Gödel définit un univers stationnaire, on pourrait dire qu'en un sens, et on prend, plutôt, on y retrouve l'idée de Bondier et Gauss. Je recite ce que disait Einstein à Mine. On ne peut parvenir à des résultats d'une fiabilité minimum en cosmologie si l'on n'utilise pas le principe de la relativité générale, mais Gödel,
déduire les équations du champ sans s'appuyer sur le principe d'équivalence, sans s'appuyer sur la meilleure idée de la vie d'Einstein. Il y a d'autres postulats adoptés par Gödel, c'est qu'il existe un mouvement absolu. D'où ça vient la cosmologie? Ça vient de l'article 1917. D'où vient l'article 1917? Du paragraphe 2 du fondement de la théorie de la relativité générale, où Einstein explique que si une masse fluide en rotation devient un ellipsoïde, ce n'est pas un ellipsoïde par rapport à l'espace, mais c'est un ellipsoïde par rapport aux masses distantes. Bon, tout le monde sait que Gödel a démontré que les équations du champ étaient indépendantes du principe de l'art. C'est pour ça que je ne peux pas parler. Mais, ce qui est amusant, c'est que, justement, Einstein a inventé la cosmologie. Pour quelle raison? Pour se débarrasser de l'idée de mouvement absolu. Mais Gödel pose comme axiome l'existence d'un mouvement absolu. C'est celui de l'univers. Ensuite, sur l'hypothèse de ni celle de la poussière de matière, ni celle du fluide cosmique, mais du corps originaire. Or, vous savez sans doute, pour Einstein, les grands progrès de la physique ont consisté en quoi? À avoir substitué l'idée de champ à celle de corps pondérable qu'on trouvait encore dans la physique classique. Par conséquent, lorsque je dis que le cadeau, voilà enfin Einstein débarrassé de son embarras général avec la flèche du temps, mais en retour, principe d'Amar, mouvement relatif, l'univers comme un gaz, parce que c'est Boltzmann, un gaz parfait, c'est sur le modèle de Boltzmann que Einstein s'appuie en 1917, l'univers peut être décrit encore mieux, non pas en considérant ses parties et partant du comportement des parties, j'explique le comportement du tout, ce que Merleau-Ponty appelle les cosmologies inductives, mais au contraire, ce sont les propriétés du tout qui nous permettent de déduire le comportement des parties. Donc, quelle est la signification physique de ce modèle de Gödel dont on a répété à l'envie qu'il était privé de signification physique? C'est qu'il reprend la question fondamentale, comme disait Einstein en 1917, là où Einstein l'avait laissé, dans quelles conditions l'équilibre de l'univers est-il réalisé? Et cette question, comme vous le savez, avait été perdue de vue au profit de la question dite cosmologique. Or, ce que je voulais indiquer, c'est que la solution à métrique statique est à la solution générale avec les univers tournants, comme les lois de la dynamique sont en lois d'hydrodynamique. En d'autres termes, ce qu'a fait Gödel, c'est de fonder la théorie de la gravitation qui désormais est complète et cohérente. Merci. Et pardonnez-moi On a mentionné le titre du livre de Robertson, Geometry as a Branch of Physics. Et je voulais savoir la connexion avec la pensée de Newton dans l'introduction au Principia. Quelle est la relation? Pour ça, je crois qu'il faut être un peu, pour comprendre pour accepter, il faut être un petit peu pour le carré. Pour le carré, l'espace, c'est informe, c'est ce qu'on appelle la relativité de l'espace. La relativité de l'espace, c'est pas que
Newton s'agoule en disant qu'il y a des espaces absolus alors qu'il faut considérer des espaces relatifs, c'est justement pas le fait qu'il estime que l'espace élimine une structure géométrique. Dans ce papier, Robertson, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on veut en faire de la racine. L'intégration pontificale de Poincaré, comme quoi l'espace serait euclidien, que les observations astronomiques on ne pourrait pas montrer que l'espace est hyperbolique ou sphérique. Mais non, là, on va se trompe, c'est justement sur la question même. Poincaré ont été d'accord pour admettre, c'est les évidences un petit peu sur que l'espace hyperbolique ou sphérique puisse être, de façon plus commode, de représenter le cadre dans lequel les événements se déroulent. Mais ça, c'est une question seconde par rapport à l'onde. L'espace, c'est rien du tout. Mais une question de hiérarchie entre géométrie et physique. C'est passé à la position de principe. Il y a vraiment où Newton il pense que la géométrie est une fille de l'acte mécanique des tracés avec une main. Donc, je voulais savoir si même dans les penseurs relativistes, il y avait une récupération de cette idée newtonienne d'une subordination. En Hudson, je ne pense pas. Par contre, chez Gödel, c'est exactement ça. Comme tu l'as rappelé, la préface de Gödel dit explicitement que ce n'est pas de la géométrie qui fait partie, avec la géométrie, c'est la particulier de la mécanique, donc le mouvement est constitutif. Il est dans les lois, dans les actions de Newton, et puis aussi, oui, je retrouve un petit sentiment. Quand Newton dit que il y en a qui disent que le centre du monde, c'est la Terre, qui disent que c'est pas vrai, c'est le Soleil. Newton dit non, du tout. Le centre du monde, c'est un point mathématique. Pourquoi? Parce que le centre de masse de l'univers, un point bas de plafond de Newton, n'est pas au repos par un certain point. Ce point, comment je me répète, si je n'ai pas là un background de l'espace mathématique. Donc, en ce sens, il y a deux questions sur la politique. Mais Robertson se passe d'emblée dans la situation où la géométrie est une, comme disait Einstein, la géométrie de l'expérience est une science physique. Einstein, qui justement est un excellent lecteur de Poincaré, explique très bien dans quel sens il se demande de Poincaré. La position de Poincaré est inattaquable. Moi, je vais faire comme s'il existait des stades de la nature, même si je ne les ai pas encore, mais un jour, on les trouvera, qui nous permettent de mesurer les distances individuelles. Et donc, je vais me placer dans le cas où la géométrie est une science physique. Pour Poincaré, c'est pas possible, parce que la géométrie, c'est une science mathématique. Donc, comment une science mathématique, qui repose sur des déductions mathématiques, pourrait être infirmée par des considérations mathématiques? Donc, ce que je veux dire, c'est que je crois que, en cosmologie en général, enfin, dans toutes les approches de Robertson, en Watsonienne, on peut se postuler de l'existence d'une structure métrique qui serait là, un temps pour le découvrir du carré. Je serais beaucoup plus nuancé parce qu'on pense ça de Friedman. Parce que le traité de Friedman, enfin le long article de Friedman, qui est publié en mai, qui était en russe, l'univers comme espace-temps, là on voit que Friedman prend un soin extrême de préciser les conditions sous lesquelles on peut appliquer la mesure, c'est-à-dire la mesure qui respecte les actions d'Edmonds, d'additivité, dans nos espaces. Et là, on précise bien qu'il y a une grande claire dans les choix des opérations de mesure. C'est les choix qui répondent aux conditions de réponse. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Une dernière question peut-être? Bien. Oui, j'ai une question un petit peu qui concerne les ponts entre ce que tu as brillamment exposé aujourd'hui et puis l'idée du principe de Marr sous la forme que j'ai présentée hier. Je te rejoins complètement sur, sur le fait qu'on attribue souvent un petit peu trop rapidement dans une partie de la littérature à Einstein certains principes cosmologiques qui seraient dans son texte de 1917, alors que l'intention d'Einstein n'était pas de produire des principes cosmologiques, donc en particulier l'homogénéité, l'isotropie, l'inuniformité de la matière, comme j'ai essayé de l'expliquer hier. Ce sont plutôt des hypothèses auxiliaires que pose Einstein pour vérifier pour se poser un problème qui n'est pas un problème cosmologique, qui est d'arriver à déterminer si oui ou non il existe des modèles de sa relativité générale qui vérifient ce principe de Marr. Alors, donc sur ça, on est d'accord. Et ensuite, je voulais donc, ça m'a particulièrement intéressé, cette citation que tu faisais de Friedman, 1922, dans laquelle il disait que cette histoire d'orthogonalité de l'espace et du temps, c'était simplement, avait une fonction simplement de simplification dans les calculs, mais que c'était peut-être pas quelque chose de principiel, en tout cas chez Einstein. Alors on a envie de lire comme ça souvent le texte d'Einstein. Enfin, moi-même, quand j'ai lu, c'était l'interprétation naturelle que j'avais envie d'avoir en lisant Einstein. Finalement, il se trouve que son modèle cosmologique cylindrique, il se trouve qu'il est homogène, il se trouve qu'il est isotrope, il se trouve aussi qu'il y a une fibration et une foliation absolue qui est plutôt malvenue. Je pense que Einstein serait d'accord avec le fait qu'elle est malvenue. C'est une propriété de son modèle cylindrique qui n'était pas forcément attendue au départ. Après, Einstein, voilà, en 1917, il avait besoin de trouver des modèles qui vérifiaient le principe de Marr. En 1917, des solutions exactes aux équations de la relativité générale, on n'en avait pas énormément. Schwarzschild, l'année précédente, et c'est tout. Donc, effectivement, il a eu besoin de simplifier. Mais j'ai envie quand même de dire que c'est peut-être pas aussi anodin que ça, cette simplification mathématique, dans la mesure où ce que j'expliquais hier, c'était que quand on regarde la manière dont on essaye de rendre mathématiquement, d'exprimer mathématiquement le principe de Marr sous forme d'un problème de Cauchy, en général, les théorèmes mathématiques dont on dispose, alors je fais référence donc au théorème dont je parlais hier, d'existence et d'unicité d'une solution aux équations d'Einstein en partant de conditions de Cauchy initiales. Quand on pose ces problèmes-là, en général, on a des résultats d'existence et d'unicité des équations uniquement si on pose dans des espaces globalement hyperboliques, avec justement un temps orthogonal à un espace. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre sur le fait, est-ce qu'on aurait des théorèmes équivalents qui se passent de l'hypothèse de globale hyperbolicité? Parce que si ce n'est pas le cas, si on n'arrive pas à poser correctement les problèmes de détermination de la métrique par la matière sans cette hypothèse de globale hyperbolicité, ben ça voudrait dire que c'est bien plus une simple simplification mathématique, mais que c'est peut-être quelque chose d'absolument nécessaire à exprimer le principe de Marr tel que Einstein voulait en 1917 le rédiger. Je ne sais pas si tu es d'accord sur le fait que les considérations cosmologiques étaient de justifier le principe de Marr, sans doute. Ça l'est, mais quand même, il y a un problème physique séculaire, l'article de Chien commence comme ça, à savoir comment on se débrouille pour définir le potentiel aux limites. Donc, c'est ça la question principale. Sauf qu'avoir un principe de Marr, qu'est-ce que ça fait? Ça, comme le citait Einstein, ça met trop de matière dans l'univers par rapport à ça qu'on observe. Okay. Alors, sur la question de la vélocité de l'espace,
Gödel, qui donc prouve que les conditions de stabilité sont indépendantes du principe de Mach. Son modèle, c'est quoi? C'est un fibré qui est orthogonal à la hauteur, l'axe de Z, et puis les fibres, c'est quoi? Ce sont des espaces symboliques de signature plus moins. OK? Donc, R2, et le groupe qui agit positivement là-dessus, c'est le groupe SU de 1. Donc, dans le cas d'un univers statique, mais qui ne satisfait pas principalement, à la constatation, dans la mesure où j'ai compris, c'est que oui, naturel, de considérer des espaces plutôt le produit l'espace, même l'espace parabolique, par quelque chose qui est orthogonal, qui est vecteur. En fait, pour la question, c'est pas l'espace, c'est l'hypothèse Non, l'espace-temps. L'hyperbolicité, le fait que l'espace-temps soit globalement hyperbolique est équivalent au fait qu'il soit difféomorphe à un produit R3R. C'est ça ta question? Un espace-temps globalement hyperbolique est difféomorphe au produit cartésien R3R. Oui, non, la question c'était qu'en général, quand on essaye de voir des résultats avec l'unicité aux solutions des équations d'Einstein, les résultats que je connais, moi personnellement dans la littérature, on est obligé de poser cette globale hyperbolicité pour avoir l'unicité. Et donc, si on accepte comme Einstein qu'il faut aboutir à un principe, comme Einstein en 1917, qu'on doit aboutir à un principe de Mach qui demande absolument à ce que les équations, au moins déjà dans un premier temps, aient une solution unique, et en plus qu'on puisse se débarrasser des conditions aux limites, ben, ça voudrait dire que du coup, cette globale hyperbolicité serait quelque chose d'inévitable, et ce serait plus qu'une simple simplification de calcul que fait Einstein. Donc Friedman, dans ce sens-là, aurait tort en 1922 de dire, en tout cas, que dans le texte d'Einstein, ça ne serait qu'une simplification de calcul. En fait, ça serait beaucoup plus que ça, parce que ce serait une hypothèse nécessaire à l'expression de ce qu'il entendait par le principe de Mach à cette époque. Non, mais Friedman disait donc en 22 que ça a été une simple simplification de calcul, de mettre un temps et un espace orthogonal. Tout ce que je disais, c'est que peut-être que pour Einstein en 1917, c'était peut-être bien plus que ça. Merci pour vos questions. Merci, M. Luron, encore une fois.